Eh bien, j'aimerais simplement vous remercier d'être aussi nombreux pour, entre guillemets, mon retour. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots de soutien pour ce que j'ai traversé. Et je rassure tout le monde, je suis en pleine forme, je suis refait à neuf. Je repars. Enfin, vous me direz si à l'arrivée, j'ai pas pris un coup de vieux et quelques neurones en moins. Mais en tout cas, je suis content de vous revoir. Je suis content de vous revoir pour vous parler d'un art un petit peu particulier, puisqu'on en parle très peu, on ne peut pas vraiment en parler, l'art d'être maîtresse. Et c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué puisque il s'agit d'influencer, et je ne reviendrai pas sur de nombreux règnes de François Ier à Louis XV, sans oublier Henri de Navarre, pour lequel j'ai toujours eu un petit faible. C'est compliqué puisque il faut le faire en toute influence, ce qui est un petit peu en toute discrétion, puisque c'est un petit peu le comble. Quand on a le pouvoir, on aime bien le faire savoir, on aime bien le montrer, on aime bien l'utiliser. Et je dirais qu'en ces lendemains d'élections, où tout est basé sur des effets de communication, eh bien l'art d'être maîtresse, c'est de tirer les ficelles sans que personne ne le sache. Et à cet égard, la République n'a pas grand-chose à envier. On pourrait passer des règnes de Félix Faure au règne de Julie. Bon, n'insistons pas sur notre précédent président. Alors, il s'agit d'influencer en toute discrétion. Donc, grand paradoxe, en particulier aujourd'hui, à l'heure où tout est basé sur des réseaux de communication, des réseaux sociaux, une médiatisation, l'utilisation de communicants, et la plupart de ces communicants d'ailleurs basculent dans l'action politique ou redeviennent communicants après. Les nouveaux communicants, ce sont les grands courtisans de notre nouveau régime. Alors, si on veut vraiment donner un exemple de réussite de cet art d'être maîtresse, eh bien, il faut s'inspirer des banques. En effet, les banques ont réussi de manière assez discrète, pour ne pas dire presque totalement discrète, à concilier cette prise de pouvoir sans l'afficher, sans le mettre en évidence. Il est d'ailleurs un petit peu révélateur que les mouvements sociaux, quand ils en ont eu l'occasion, défenestré 2 ou 3 devantures de succursales bancaires, mais il n'y a pas eu une véritable mise en évidence de l'accusation de leur responsabilité sur la situation économique en général. Et pour parvenir à leur fin, eh bien, elles ont employé l'Union européenne. Alors, je ne veux pas revenir sur les origines mythologiques de l'Europe, mais vous savez qu'on a commencé avec Zeus par une affaire de maîtresse. L'Europe, c'est la première maîtresse de Zeus. Je vous propose donc qu'on aborde en 3 temps cet art d'être maîtresse, ou l'art d'être banquier si vous préférez. Un premier sera consacré à leur prise de pouvoir au sein des institutions européennes. Un second sera consacré à leur très grande responsabilité dans la crise
des années 2000-2010 dont nous sortons à peine, qu'on a bien du mal à vraiment quitter d'ailleurs. Et on terminera une troisième partie sur quelques exemples des pratiques toutes récentes de ces mêmes banques pour apprécier si elles ont corrigé à la suite de la crise leurs bonnes vieilles habitudes ou si au contraire elles n'en ont pas développé de non moins sophistiquées pour toujours parvenir à leur fin de contrôle, le tout dans une très grande discrétion. Vous avez compris que je vais me répéter de manière assez fréquente. Première partie, donc, les banques et l'Europe, que j'ai sobrement institué une histoire d'amour. C'est d'ailleurs souvent le cas entre amants et maîtresses. C'est toujours une véritable histoire d'amour. Tout à fait différent des mariages arrangés. Et c'est aussi très différent du discours des européistes vis-à-vis de l'Europe. Quand vous les écoutez, ils expliquent tous que oui, il y a eu des problèmes, mais ils vont faire évoluer, ça va changer, etc. Voilà, on a toujours ce fond de discours. Là, il n'y a pas de souci entre les banques et la construction européenne. C'est l'amour parfait. C'est un attachement très très fort, un attachement très, très fort à cette nouvelle EURSS, comme dirait une des candidates de la liste arrivée en tête hier. Les banques sont inconditionnelles. Elles aiment l'Europe, elles aiment l'Union européenne, et on va voir pour quelles raisons et comment est-ce qu'elles utilisent cette union pour pouvoir s'imposer. Alors, l'histoire de cet amour, il n'est pas très fugace, hein, il ne date pas d'hier ou d'avant-hier, il est pratiquement dès l'origine de la construction européenne. Alors, pas tout à fait si on analyse bien les choses. Je ne vais pas développer toutes les histoires nationales concernant cette construction européenne. On va se concentrer essentiellement sur la France, et on peut dire que cette histoire d'amour commence en gros en 1973. 73. Je ne vais pas faire quelque chose de très chronologique, je vais faire des flashs, enfin des flashs, ce sera plutôt des zooms sur des points importants, puisque c'est extrêmement dense, mais sur les moments clés. Alors, pourquoi 73 ? Eh bien, c'est une période qui est très très compliquée sur le plan financier, puisque le 15 août 1971, le président Nixon a mis fin à la convertibilité hors du dollar. C'est-à-dire que jusqu'à cette date, et en gros depuis un siècle et demi au niveau mondial, et pour toutes les principales économies de type capitaliste, il y avait une référence qui créait la confiance et qui créait la capacité à échanger sans presque aucun risque, c'était la référence or. Or, suite à plusieurs crises à partir de 1968, eh bien, les réserves d'or de la Banque centrale des États-Unis commençaient à ne plus être suffisantes pour honorer la parole des États-Unis. Et donc, le président américain décide de supprimer cette référence. Et donc, toute la référence du système monétaire occidental capitaliste est complètement bouleversée. Et la confiance en la monnaie, eh bien, est fortement perturbée. La confiance dans les échanges, la confiance dans les partenaires est déséquilibrée. Et donc, il faut reconstruire un nouveau système. Et c'est de là que vont apparaître en Europe les projets de monnaie unique. Même si à l'époque les termes ne sont pas prononcés, quand on rembobine le film de la monnaie unique, son origine provient de cette période.
Et donc les banques vont profiter de ce bouleversement pour diffuser leurs influences sur le système. Pour rentrer un petit peu dans les détails, je vais faire une distinction qui parfois n'est qu'anecdotique entre deux grandes catégories de banques, donc les banques centrales et les banques commerciales. Donc les banques centrales, ce sont celles qui ont un caractère, je dirais, officiel. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est pour ça que je dis que c'est parfois anecdotique. C'est en France la Banque de France, c'est aujourd'hui la Banque centrale européenne, la BCE. C'est elles qui ont officiellement les rênes de la monnaie. Et puis les banques commerciales que nous connaissons tous, auprès desquelles on a un ou deux comptes bancaires pour assurer les transactions de notre vie quotidienne ou certaines opérations un peu plus exceptionnelles. Eh bien, ces deux types d'institutions sont toujours forcément très très proches. Le secteur bancaire est toujours à part, compte tenu de sa matière première. Il ne va pas fonctionner comme d'autres secteurs économiques où il peut y avoir de véritables rivalités concurrentielles, des oppositions, des rapports de toute nature. Ici, il y a forcément, obligatoirement, complicité, puisque tout le système repose sur des liaisons permanentes entre tous les comptes bancaires qui sont débiteurs, qui sont créditeurs, qui se compensent, et tous ces flux qui circulent. Donc, entre banque centrale et banque commerciale, il y a une grande proximité, à défaut de complicité, si le terme est trop sulfureux. Et donc, pour cette reconstruction, je vous rappelle qu'on est en pleine crise sans repère or en tout cas, les banques commerciales vont suggérer, vont proposer et vont obtenir d'autres moyens, d'autres types de références que l'or qui est en train de devenir ce que le grand économiste britannique John Maynard Keynes appelait un fétiche barbare. Donc l'or devient un fétiche barbare, il faut donc le remplacer. Et elles vont donc obtenir, ces banques, que les États se financent, en tout cas en France, à partir de 1973, auprès des banques commerciales. Voilà. Voilà un des grands moments de bascule. Jusqu'en 1973, le pouvoir politique, quand il avait un souci, il s'adressait à la Banque centrale et il avait un crédit et il pouvait fonctionner. Alors, quand le basculement a eu lieu, on l'a présenté en expliquant que c'était scandaleux, que le pouvoir politique pouvait abuser de cette situation, que les banques centrales étaient sous pression de l'autorité étatique, et que donc ceci allait favoriser la dette, etc. On verra les chiffres un petit peu plus tard. Je ne veux pas vous assaisonner de chiffres, mais il y en a 2-3 quand même à retenir. Vous ferez le bilan, les chiffres seront parlants entre cette situation avant 73 et depuis 73. La masse de dette, on va voir comment est-ce qu'elle a évolué. La dette publique est extrêmement rentable. C'est une des formes les plus rentables pour les banques, puisque c'est quasiment le seul client qui est immortel. Même la Russie tsariste a été contrainte de rembourser, alors certes symboliquement, ses dettes. Donc, on a toujours, quand on a un client qui est un État, un moyen de récupérer. Donc, les banques commerciales vont s'arranger pour que le montant des emprunts cesse d'augmenter, devienne de plus en plus considérable.
Alors, il y a un aspect purement économique et purement financier, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout le monde a une vague idée de ce que c'est d'emprunter et de devoir rembourser. Mais il y a quelque chose de plus important derrière. C'est que, à partir du moment où on se met en situation de dépendre d'un prêteur, eh bien, on commence à se conditionner à ce qu'il va exiger. Alors certes, il peut y avoir des exigences purement bancaires, de rembourser tous les mois, d'avoir une garantie, une caution, etc., une hypothèque, mais les choses vont aller beaucoup plus loin. Hein. Les concessions vont augmenter, et notamment sur des choix extrêmement politiques. On reviendra un petit peu plus tard sur ce qui s'est passé en Grèce ces toutes dernières années. Donc voilà comment une influence apparaît donc avec cette première crise, cette crise du dollar, qui est en fait une crise de l'or et de la confiance. On remplace cette confiance qu'on avait grâce à l'or par une confiance sur le fait que les États ont une possibilité d'emprunter auprès des banques commerciales, et c'est ce que va faire la France. Alors, curieusement, pur hasard, si vous reprenez la liste de tous les présidents qui ont dirigé la France, eh bien, il n'y en a eu que 3 qui étaient banquiers. Et là, c'est le deuxième de l'histoire de France qui était président à l'époque et qui a donc confié les clés des finances aux banques commerciales. Toute ressemblance avec des faits contemporains serait purement anecdotique ou liée au hasard. Bien. Je crois que je suis filmé, il faut que j'arrête de dire des bêtises. Alors, voilà cette première étape de basculement qui va transmettre une grande partie des dettes, qui étaient des dettes internes, si j'ose dire, à des acteurs externes, à des banques commerciales françaises, étrangères, européennes, mondiales, japonaises, américaines et autres, progressivement. On va considérer que c'est la fin de l'acte 1, ce premier basculement. Mais au même moment, en parallèle, pour recréer la confiance, eh bien, les États européens, pas forcément membres de l'Union européenne à ce moment-là, enfin, elle ne s'appelait pas l'Union européenne, elle s'appelait la CE, mais il y avait notamment la Norvège qui était dans le groupe de pays en question, vont créer un embryon de monnaie unique pour essayer de rétablir cette fameuse confiance. C'est ce qui s'est appelé le serpent monétaire européen. Alors, ce serpent, il n'a pas eu de chance. C'est assez fragile, hein, les serpents. Vous allez me dire que décidément, entre les maîtresses et Ève et le serpent, on en revient toujours à peu près aux mêmes métaphores. Oui, c'est assez fragile et il ne va pas résister aux conséquences du premier choc pétrolier. Le premier choc pétrolier, qui survient donc à partir d'octobre 1973 jusqu'en avril 1974, va créer ce que les économistes ont appelé le spread, en anglais l'écart entre les monnaies membres de l'Union de l'époque, puisque petit à petit, eh bien, chaque monnaie va diverger. Pour faire simple, la lire italienne va fléchir, le Deutsche Mark va se réévaluer, et la pertinence d'un serpent, c'est-à-dire d'un groupe de monnaies qui évoluait de la même façon, ne sera plus du tout possible de maintenir. Donc le serpent ne va pas tenir très longtemps. Donc ce sera raté. La première tentative de reprendre une influence à travers un système monétaire européen sera un échec. Mais qu'à cela ne tienne, ils vont remettre ça assez rapidement en place.
on en a les résultats dans nos poches aujourd'hui. Alors, le basculement des dettes vers les banques centrales, on peut l'illustrer à travers deux chiffres. En 1974, donc au moment donc, du premier choc pétrolier, la dette publique des administrations françaises correspond à 20% de notre produit intérieur brut. 20%. Cette année, dans les mois qui viennent, nous allons atteindre 100%. 100% du PIB, ce sera le montant de l'année. Voilà le niveau d'endettement qui n'est pas le plus important. Beaucoup d'États sont devant nous, mais il y en a aussi qui ont un niveau d'endettement beaucoup plus faible. Et ceci n'est plus détenu par la Banque de France. La dette vis-à-vis de la Banque de France est dérisoire aujourd'hui. On a largement remboursé. Et donc c'est auprès d'institutions à but commercial. Mais cette influence à travers le contrôle de la dette apparemment n'était pas suffisante. Et il a fallu aller beaucoup plus loin. Et le beaucoup plus loin, ce sera le traité de Maastricht. Donc on va faire un peu un bond, je vous ai dit, je vais vous épargner toutes les étapes intermédiaires, mais qui était à peu près dans le même sens, même s'il y a eu un échec avec le serpent. Donc, en 92, est donc proposé la mise en place d'une monnaie unique. Et ce traité va se caractériser par un transfert, cette fois-ci de manière officielle. Alors, c'est peut-être un peu moins discret, hein, mais bon, dans les règnes anciens, certaines favorites n'étaient pas très discrètes, mais là, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça n'a pas été totalement discret, ou je dirais que les souverainistes ont fait en sorte que ce ne soit pas aussi discret qu'ils l'auraient souhaité. Et donc, les États, dont l'État français, vont être privés des prérogatives monétaires. Depuis l'origine de l'histoire, la constitution d'un État s'était toujours appuyée sur le contrôle de sa monnaie. Et là, on va vivre une première historique, sans aucun précédent, où les pouvoirs monétaires vont quitter les mannes du pouvoir exécutif. Les gouvernements vont devenir unijambistes. Alors, on considère en unijambistes, ils vont fonctionner sur une seule jambe. On considère en politique économique qu'il y a deux jambes, il y a deux types de politiques. D'un côté, les politiques budgétaires, et de l'autre côté, les politiques monétaires. Donc soit on agit avec son budget, c'est-à-dire ses dépenses de l'État, les recettes de l'État, ou on utilise la monnaie, notamment les dévaluations qui, soi-disant, étaient si catastrophiques. Elles ont été pratiquées et par les plus grands rois, je citerai notamment Philippe le Bel, elles ont été pratiquées par la République, elles ont été pratiquées par de nombreux régimes, et elles ont eu leur utilité. On nous cite souvent en exemple la Suède. La Suède était le spécialiste de ce type de politique économique. Et ça n'a pas ruiné la Suède, que je sache. Eh bien, avec le traité de Maastricht, c'est terminé. Donc depuis cette époque, l'action politique, eh bien, elle est difficile à maîtriser, puisqu'elle ne peut se concentrer que sur le budgétaire. Il n'y a plus qu'un seul levier, au lieu d'en avoir deux, alors qu'ils pouvaient être complémentaires, qu'ils pouvaient être utilisés savamment. Mais le traité ne s'est pas contenté de couper une jambe à chacun des États membres. Le traité a également imposé des garde-fous
aux pratiques budgétaires. Donc elles sont connues aussi. Il y a deux clauses qui limitent l'utilisation des politiques budgétaires. La première, c'est les fameux 3% de déficit. Alors, pourquoi 3 ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça s'est passé comme ça. Ils négociaient ça à Luxembourg. Alors, attention, quand je dis négocier, non, c'était les fonctionnaires qui étaient en train de préparer les textes. Ce n'étaient pas les décideurs politiques. Et il y a un Français qui avait dû aller boire une bière qui est revenu, et ils étaient en train de discuter, puis il cherchait un chiffre, il a dit 3, et c'est le 3 qui est sorti. Il n'y a aucun travail scientifique d'économiste qui ait jamais publié un chiffre objectif sur cette question. Il y a des États qui sont montés à des taux énormes de déficit à certains moments, d'autres qui ont été en excédent. Il n'y a pas de règle absolue, c'est plutôt lié à des circonstances. En tout cas, on se paye 3. Idem pour la dette publique. Oui, mais in vino veritas. Oui, voilà. On était à Luxembourg, donc il n'y a pas beaucoup de coteaux de vin, donc c'est une bière veritas. Et le deuxième chiffre, c'est les 60% de dette publique, donc, dont on est largement au-delà, avec nos 100% aujourd'hui. Donc voilà, non seulement ils ne peuvent plus agir sur la monnaie, mais l'arme budgétaire, l'utilisation de cet autre type de politique, se retrouve fortement contraint et limité. Et donc cette fois-ci, c'est plus les banques commerciales qui récupèrent l'essentiel du pouvoir, mais les banques centrales, puisqu'elles vont former une entité séparée des corps politiques, des corps économiques. C'est une situation un peu particulière puisque toutes les banques centrales adhérentes sont à la fois actionnaires de la Banque centrale européenne et succursales de cette même banque centrale. C'est donc un monde un petit peu à part, un monde relativement fermé, qui va recevoir pour mission de lutter contre l'inflation. Si on compare les textes constitutionnels des différentes banques centrales, eh bien, chaque pays a mis dans les missions confiées à la banque quelques points communs, gérer la monnaie, etc. Et puis des missions plus ou moins d'ordre économique. Et dans la réserve fédérale américaine, qui est souvent citée en exemple, la mission prioritaire, c'est de lutter contre le chômage, c'est d'atteindre, entre guillemets, le plein emploi. Eh bien, ici, que nenni, l'enjeu du chômage n'est pas du tout cité. L'objectif, c'est lutter contre l'inflation. Alors, on pourra faire tous les reproches que l'on veut à la BCE, mais elle a parfaitement réussi. Elle a parfaitement réussi. Elle a tué l'inflation, ou quasiment tué l'inflation. On a même eu des situations de déflation qui est la situation inverse. Une maîtresse sait toujours parvenir à ses fins en utilisant tous ses moyens. On va basculer à la deuxième partie. Donc, comme je vous l'ai annoncé, je ne vais pas être très chronologique, je vais un peu enjamber le temps. On va aboutir à l'époque de la crise que nous avons connue au cours des 10 dernières années, une crise financière considérable, et je l'ai intitulé « Quand les gouvernements ne savent plus à quel saint se vouer ». Vous écrirez saint comme vous le voudrez. Alors, c'est un petit peu le problème qu'il y a avec les maîtresses en général, c'est qu'elles finissent par abuser de leur pouvoir que leurs grands appas procurent. Et c'est exactement ce qui va se produire lors de la crise des subprimes. Crise qui va exploser symboliquement le 14 septembre 2008. Il ne fait pas bon être à New York en septembre, apparemment.
Alors, cette crise aura au moins un mérite, parce qu'on ne peut pas en trouver beaucoup d'autres à mon avis, c'est qu'elle va révéler l'ampleur de la tromperie, l'ampleur du pouvoir du système bancaire, ne serait-ce que si on raisonne 30 secondes à froid, les conséquences d'un incident bancaire américain a provoqué une explosion du chômage dans le monde. Donc si quelqu'un veut contester le poids du pouvoir des banques, je ne sais pas ce qu'il pourra opposer à cette situation-là, sans aller dans les détails. Le cataclysme d'un pur événement bancaire est révélateur de la longueur des bras de ces chères maîtresses. Alors, le phénomène de crise est particulièrement grave et va complètement paniquer les gouvernements volages qui vont devoir réagir. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les mécanismes de la crise, mais enfin quelques points importants, ne serait-ce que pour rappel. Donc la crise, elle est américaine. Au tout départ. Elle n'est qu'américaine, c'est un phénomène, comme je disais, un incident, peut-être un peu plus qu'un incident, purement américain, mais qui va se transmettre comme une traînée de poudre à la quasi-totalité de la planète. Comment cela s'est-il déclenché? Bien, les banques américaines ont proposé des crédits qui, en termes anglo-saxons, s'intitulent les mortgage subprimes, si on traduit les crédits hypothécaires avec surprime. On va voir que chaque mot a un poids considérable dans les conséquences qui vont suivre. Alors, ces crédits ont été proposés à des Américains peu solvables, d'où l'importance d'avoir une hypothèque, mortgage. Mais comme ils étaient très risqués, ces clients, peu solvables, on a mis des surprimes. C'est-à-dire que si au moins ils ne remboursent pas, on les aura savamment épongés du peu qu'ils ont pu rembourser. Donc, conséquence de ces surprimes qui coûtent très cher, eh bien, un grand nombre de clients ne vont pas pouvoir rembourser. Les saisies hypothécaires vont donc se déclencher. En multipliant ces saisies, eh bien, les prix de l'immobilier vont s'effondrer, ce qui va créer une crise du secteur immobilier, ce qui va créer une crise des créances qui devaient servir à rembourser les emprunts, puisque la valeur des biens qui vont saisir n'était pas aussi importante que la valeur qui avait été prêtée à l'origine de l'achat du bien en question. Le mécanisme va s'accélérer. Plus on saisit, plus les prix baissent, plus les créances sont insuffisantes, plus il faut en saisir. On a un effet boule de neige. Les premières banques vont commencer à être en difficulté, elles vont commencer à être aux limites de la faillite. Une première va faire faillite, donc Lehman Brothers, la panique va guetter, le bank run, c'est-à-dire que tout le monde craint que sa propre banque ferme et qu'on ne puisse pas retirer les actifs que l'on a laissés sur ses comptes. Et donc, cela se communique à tout le secteur bancaire américain, traverse l'Atlantique, traverse le Pacifique. Tout le monde est concerné, on est en pleine crise systémique. Le système est lui-même remis en cause. Il faut réagir. On est en plein cercle vicieux. Je parlais de maîtresse, on est toujours. Puisque tout le système ne fait que s'emballer. Les risques systémiques dépendent du fait que toutes les banques sont liées les unes avec les autres,
puisque quand on fait un chèque, eh ben, on va tirer sur notre compte bancaire pour créditer le compte bancaire de celui auquel on a remis le chèque. Et donc si une banque compte sur l'encaissement des chèques qu'elle reçoit de ses clients pour payer les propres chèques que ses propres clients ont fait, tout s'enchaîne. C'est la théorie des dominos. J'avais pensé, puis j'ai oublié, d'amener des dominos et de vous en faire la démonstration. Vous avez tous joué avec, on les met debout les uns derrière les autres, on pousse le premier, tout le monde tombe. Donc il y a urgence, parce que ça tombe très vite, il faut vite couper le cercle vicieux pour s'en sortir. Alors, comment en est-on arrivé là? Je vous en ai donné la version officielle, la version économique. J'ose pas dire la version vertueuse parce que on va pousser quand même. Mais on a vu que des démarches correctes, des prêts bancaires, des taux d'intérêt, etc. Rien de bien exceptionnel. Mais en fait, on peut établir la liste des 7 péchés capitaux des banques. Et elle est lourde, cette liste. Elle est lourde, elle est chargée. Alors, premier péché capitaux, les banques ont sciemment prêté aux ménages peu ou pas solvables. Volontairement, sciemment, à l'encontre de toutes les règles éthiques, voire pratiquement juridiques. C'est vrai aux États-Unis, ce n'est pas qu'aux États-Unis. Premier péché capital. Les banques ont délibérément trop prêté. Non seulement elles ont prêté à des gens qui n'étaient pas solvables, mais aussi elles ont dépassé toutes les règles prudentielles, volontairement encore une fois, en accordant des crédits dans des quantités qui dépassaient ce qu'elles auraient dû respecter. Deuxième péché capital. Elles ont, troisième péché capital, accordé des crédits sur des index manipulés par elles-mêmes. Alors là, on rentre dans de la grosse technique bancaire, je ne veux pas approfondir, mais il y a toujours un système qui permet d'avoir un référent quand on emprunte sur des taux variables. Ce sont par exemple l'Euribor, le Libor, etc. Eh bien, on sait depuis les scandales qui ont émergé de toute cette crise qu'un système de banque avait organisé une manipulation de ces taux sciemment. Et donc, il y avait une manipulation des taux de crédit. Troisième péché capital. Quatrième péché capital, elles ont proposé des remboursements progressifs. Alors ça, c'est un système très américain qui a été peu importé de ce côté-ci de l'Atlantique. À titre d'anecdote, le président Sarkozy, ancien avocat d'affaires, à défaut d'être banquier, a proposé, ça n'a pas été validé puisque la crise est arrivée à ce moment-là en Europe, de mettre en place ce système qui permet d'avoir des crédits crescendo avec un système de recharge de la valeur de l'hypothèque. Et donc, chaque année, quand on a remboursé une partie de son crédit, hop, on est recrédité et ainsi de suite. Donc, on est sûr de s'étrangler. Quatrième péché capital. Et la volonté d'étranglement était voulue. Cinquième péché capital, sans doute le plus grave de tous, elles ont cherché à se créer un parc immobilier à très bon compte. Avec ce système des saisies hypothécaires, il était possible de faire acheter, entre guillemets, je dis acheter, donc à crédit des appartements, des villas, d'entraîner une expulsion dans les mois qui suivaient par défaut de remboursement de personnes qui n'avaient pas les capacités de rembourser, et d'ainsi
de récupérer le bien immobilier pour mieux le revendre avec plus-value. Une excellente gestion financière. C'est leur mission. Donc, voilà un autre péché capital. Ensuite, elles ont pris des risques inconsidérés, en toute connaissance de cause, en se basant sur le principe que les pouvoirs publics ne laisseront jamais une banque faire faillite. En anglais, ils appellent ça « too big to fail ». Donc là aussi, c'est sciemment. C'est sixième, ça. Oui, ça va être le sixième, j'ai l'impression que j'en ai oublié un. J'ai mal fait mon décompte, j'arrive à 6. Donc voilà, un pari, elles se disent, on aura de toute façon, si c'est mal géré, à l'arrivée, un sauveur, et donc pourquoi ne pas se gêner d'emprunter au-delà de la saine gestion, parce que finalement, le risque n'existe pas. On n'est pas concerné par le risque. On a automatiquement un soutien et on sera mis sous la tutelle de l'État, sous la tutelle de la Banque centrale, pour éviter qu'il y ait une crise systémique. Donc, voilà leur immense responsabilité dans cette crise. Ce n'est pas une crise liée au hasard, ce n'est pas une crise liée à des circonstances involontaires, c'est une crise qui s'est développée, et qui s'est développée parce que le monde bancaire est devenu, comme beaucoup d'autres secteurs, un lieu où il y a beaucoup de turnover de personnel, de rotation des employés, et donc ceux qui avaient les brillantes idées que j'ai mentionnées venaient les présenter à un concurrent et étaient embauchés avec un surcroît de primes supplémentaires pour venir implanter ces excellentes techniques. Donc un très grand nombre de banques ont pratiqué la même série de péchés capitaux. Le scandale est donc immense et les autorités vont découvrir à partir donc, de septembre 2008 toutes ces pratiques. Ah oui, le septième, ça y est, je l'ai retrouvé, c'était la manipulation des cours boursiers. Je ne reviendrai pas sur le cas Kerviel. Hein, alors, ce n'est pas tout à fait lié à la crise des subprimes, mais de manière importante, il y a eu de nombreuses opérations de ce type-là. Et aux États-Unis, il y avait mieux que Kerviel, il y avait Madoff. 45 milliards. 45 milliards de dollars. Voilà. Oui. Voilà, d'escroquerie. Alors, ce qu'il y a de génial quand on a un souci avec sa maîtresse, c'est que on ne peut pas trop se plaindre. Ça se saurait, ça fait scandale. Et Madoff, très peu de plaignants, Madoff. Il y en avait même en France. Ah oui, il y en a même en France, tout à fait. Donc, c'est... Il faut parler aussi de cupidité. Non. Il y a un moment... Les banques, non. Monsieur, s'il vous plaît, pas de gros mots. Je suis resté très poli. Le mot cupidité n'est pas dans les banques. Donc, restons sérieux. Pas de gros mots. Les épargnants. Cupidité, pas dans les banques. Il y a quoi là? Cupidité. Un peu de tenue. Bien. Alors, révélation donc, de cette situation. Et donc, pour sortir de l'impasse, eh bien, on va passer d'un extrême à l'autre. Jusqu'en 2008, au niveau des crédits, c'était un petit peu open bar. Même ceux qui n'avaient pas envie d'emprunter, c'est tout juste si on les contrôlait pas d'emprunter. Et là, c'est l'inverse. Les banques, et les banques centrales en particulier, vont se mettre à tout contrôler. Tout emprunteur va devoir montrer patte blanche. On va regarder les comptes des clients. Et là,
le pauvre grec qui passait dans le quartier va se faire remarquer par le montant astronomique de ses endettements. Et oui, mettez-vous à sa place, il avait voulu organiser des jeux. Alors, les Grecs ont vraiment pas une bonne parce que c'est les seuls qui ont échappé à la guerre froide, à la fin de la guerre froide. Tous les autres se sont dit on peut baisser les budgets militaires, donc les États s'en sont plus ou moins sortis avec l'arrivée de la Pax Americana, la fin de la rivalité avec l'URSS, etc. Sauf les Grecs. Les Grecs, eux, la guerre froide, elle est toujours présente. Eux, c'est les Turcs qu'ils ont en face. Donc le budget militaire grec, il est le plus élevé de tous les pays de l'OTAN, à part celui de Trump, évidemment. Et plus les JO, plus la vie à la grecque. Alors, à partir du moment où on commence à éplucher les comptes, eh bien, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas que des entreprises, il n'y a pas que des banques qui ont des soucis d'équilibre financier, il y a toute une série de pays qui vont passer sous la coupe des banques. Les gouvernants n'existent plus, les élections ne sont que du décor, hein, la Grèce en est le meilleur exemple, où le gouvernement grec va refuser les impositions, les normes fixées par la Banque Centrale Européenne, et il va être contraint d'organiser un référendum pour rejeter ces mesures, et il sera obligé de les appliquer après 3 gouvernements de renverser. Les choix politiques sont faits par la BCE en Grèce. Ce n'est pas le seul pays qui va être concerné, même si dans les autres pays, le décor politique va rester en place. Donc, ce qu'on appelait les PIGS. Portugal, Irlande, Grèce, Spain en anglais pour Espagne. Donc, les PIGS, les cochons si vous préférez, quand je vous parlais de maîtresse. La Slovénie et Chypre. Voilà tous les gouvernements membres de l'euro qui sont, aujourd'hui, la plupart sont sortis du régime de direction par la BCE. Alors, pour être précis, ce n'est pas la BCE, c'est la Troïka, mais ça ne change pas grand-chose. La Troïka, c'est la BCE, c'est le FMI, la banque un peu mondiale, et la Commission européenne. Donc, c'est ces trois organismes qui ont crédité les comptes de ces États. Et en échange de les créditer, ils ont dit, vous prenez telle mesure, vous prenez telle autre mesure, vous supprimez tel jour férié, vous augmentez le nombre d'heures, vous réduisez les effectifs. Les choix politiques ne sont plus faits par des dirigeants locaux, c'est fait par les fonctionnaires qui sont envoyés dans les administrations en question pour redresser les comptes, pour sortir des comptes catastrophiques. Donc là, voilà, c'est l'acte 3 de cette prise de pouvoir. Elle est quasi complète. Les banques dirigent. On va terminer par une dernière partie. Donc ce n'est pas forcément les uns à la suite des autres, les différents morceaux. C'est plutôt des illustrations, sinon j'en parlerai pendant des heures et je crois que nos estomacs vont finir par nous appeler sur des denrées non moins terrestres que ces chères maîtresses. Donc, quand les maîtresses banques se font tancer, il y a parfois des jeux un peu particuliers, et après cette crise, il y a eu toute une série de mesures pour essayer d'éviter que les 7 péchés capitaux ne recommence. Et donc, toute une série de contrôles, de surveillance, de ratios, dans des langages techniques, BAL 3, BAL 4, etc. Ratio Cook se sont mis en place, notamment poussés par les anglo-saxons, qui ont toujours eu un problème avec la notion de péché, évidemment. Donc, il ne faut plus
faut plus commettre de péchés, donc pour éviter qu'on ne les commette plus, eh ben, les règles vont être très, très, très strictes. Donald, il les relâche. Oh, Donald, il est un petit peu... Il les relâche, hein. Un petit peu, oui, 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 il est un petit peu à part. Très loin. Alors, depuis, eh bien, pratiquement tout le système tel qu'il avait fonctionné pendant des décennies est en train de perdre ses boussoles, perdre ses points de repère. Alors, ce sera un petit peu en vrac, mais c'est pour vous montrer que ça part dans tous les sens. Alors, premier phénomène que l'on peut noter, c'est un effondrement du nombre d'entreprises cotées en bourse. On était à plus de 7600 sociétés à Wall Street sur le marché principal. On est tombé à 2000. Et pourquoi? Eh bien parce que le système économique américain, il vient de s'apercevoir d'une grande nouveauté, c'est que emprunter, en ce moment, ne coûte rien. On n'a jamais eu des taux aussi faibles. Or, tout le système américain était basé sur le système boursier, où l'individu prend un risque en misant ou en ne misant pas sur une entreprise et amène des capitaux à ces entreprises. Or là, pourquoi ne pas emprunter? Et il y a une grande partie des entreprises américaines qui en ce moment empruntent. Alors vous allez me dire, c'est génial, elles investissent, elles créent des emplois. Non, non. Elles achètent leurs propres actions. Ce qui explique que les cours boursiers se portent très, très bien. Les cours montent parce qu'elles empruntent et elles achètent les actions. Et elles achètent des concurrents et elles achètent des partenaires. Et du coup, le nombre d'entreprises est en train de diminuer. La concurrence, qui est le sel du capitalisme, eh bien, la soupe va être de plus en plus fade. Il y a de moins en moins de sel. Donc ça, c'est une première conséquence directe post-crise, où les taux d'intérêt se sont effondrés à la suite de cette crise. Sans compter les délais de gestion fiscale. Alors, autre phénomène non moins spectaculaire de cette chute des taux, c'est ce que les économistes ont appelé le quantitative easing, que l'on peut traduire par une métaphore de leur ancien président de réserve fédérale, le lâcher de billets par hélicoptère. Hein? Donc l'idée, c'est que pour sortir de cette crise, il fallait lancer des liquidités. Rien de mieux que de monter au-dessus des cieux, d'ouvrir le cockpit et de lâcher des billets. Rien qu'avec les pales, ça va se répandre dans tout le circuit. Donc, on arrose, on arrose, on arrose. Tout est bon pour injecter des liquidités. Les prises en pension, les crédits ouverts. On a même eu des taux d'intérêt négatifs. Alors, c'était la grande inquiétude, la grande inconnue, mais qui propose des taux d'intérêt négatifs? Et on a fini par trouver, parce que c'était fait de manière secrète, c'était fait par écran, c'était la Banque fédérale suisse. C'était la Banque centrale suisse. Ils avaient un gros souci, comme toujours, eux, chacun a ses soucis, leur monnaie n'arrête pas de monter. Donc, pour essayer de la faire baisser, ou qu'elle ne monte pas trop pour être plus précis, eh bien, ils ont proposé des taux d'intérêt négatifs. Eh bien, il y a des banquiers qui ont placé chez eux, parce que au moins c'était en francs suisses, et bon, par rapport à leur propre monnaie, c'était un gain en finale. Quand ils rebasculaient dans leur propre monnaie, ils avaient gagné. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Le franc suisse a fini par être réévalué. Donc voilà, nous sommes en situation d'open bar, il y a des crédits de tous les côtés, et problème de ces crédits qui circulent, c'est qu'on n'en maîtrise pas les conséquences.
on n'en maîtrise pas les conséquences. Alors, il y a un théoricien économique qui avait travaillé la question il y a très longtemps, Otto Neurath, un Autrichien, et il expliquait cette situation qu'on vit aujourd'hui comme si on utilisait les parois d'un navire en perdition pour colmater les brèches déjà béantes. Vous imaginez le navire qui est en train de couler avec des brèches, vous démontez une partie des parois pour aller colmater les autres. Donc voilà, notre sortie de crise, elle est un peu comme cela. Moi j'aurais une autre métaphore, puisque je suis sorti j'ai fait la tournée de tous les hôpitaux grenoblois, et c'est comme si on mettait une perfusion sur la perfusion, puis une perfusion sur la bouteille de perfusion, et ainsi de suite. On est dans cette situation. Tout le système qui a été mis au niveau européen, le MES notamment, eh bien, c'est ça. C'est des perfusions qui se rajoutent à des perfusions pour que, en gros, les États soutiennent les autres États qui sont soutenus par la Banque centrale, qui soutient les banques soutiennent les banques centrales, etc. Et ainsi de suite, on a une chaîne de perfusion qui se met en place. Autre conséquence non moins surprenante, la fin de l'inflation. Alors là, pour les économistes, c'est la grande énigme. Alors certains jouent les surpris comme si en économie, c'était la première fois qu'on devait faire face à une énigme. Toute la science économique s'est construite par la résolution des énigmes après que les énigmes se soient manifestées. Jamais par anticipation, je vous rassure. Ni la crise de 113, ni la crise de 29, ni la crise de 2008 n'ont été annoncés, prévus. Quelques cas, qui étaient d'ailleurs plus des non-économistes que des économistes, en ont fait ces révélations. Et là, c'est la grande énigme de tous les universitaires du secteur. Comment se fait-il qu'avec cette manne de crédit immense, les prix ne s'envolent pas? Donc c'est un petit peu la panique, parce qu'on pense que l'hydre, elle est là, mais elle ne sort pas, elle reste cachée, elle reste discrète, comme toute maîtresse qui se respecte jusqu'au bout. Alors, ils sont d'autant plus inquiets que, et ça c'est le gros problème, on va commencer à parler des problèmes, les taux d'intérêt sont liés, en principe, au taux d'inflation. Quand il n'y a pas d'inflation, on ne peut pas proposer des taux d'intérêt élevés. Et les taux d'intérêt, c'est le gagne-pain du monde bancaire. Et pour les banques, eh bien, après avoir commis les 7 péchés capitaux, eh bien, c'est le jugement dernier. C'est en train de tomber les sanctions. C'est en train de se faire penser les maîtresses. Alors, chute des ressources financières avec la chute des taux d'intérêt. C'est pratiquement déficitaire une gestion bancaire en ce moment, puisque le peu de taux d'intérêt qui est prélevé, eh bien, sert à peine à couvrir les frais de fonctionnement. Donc, pour s'en sortir, eh bien, toute l'inventivité va être développée. Le premier recours, eh ben, c'est l'utilisation du tout numérique. Donc, les banques basculent sur le système des monnaies cryptées, des monnaies monétiques. Mais ceci détruit toute présence humaine. La banque devient virtuelle, les agences ferment, les plans sociaux se multiplient, le client s'éloigne du banquier, ou plutôt le banquier s'éloigne du client. Et nous n'avons rien vu, c'est en train de se mettre en place,
le paysage bancaire, les gilets jaunes n'auront bientôt même plus une banque à défoncer en cas de manifestation. Deuxième technique, eh bien, organiser l'évasion fiscale. Alors, on a eu en France un événement qui n'a pas du tout eu la couverture médiatique qu'il aurait dû avoir. La banque UBS, donc une banque suisse, a été prise les mains dans le sac et condamnée le 20 février dernier à 4,5 milliards d'euros. 4,5 milliards d'euros d'amende. Jamais un tribunal français n'avait prononcé une telle amende. Ils ont réussi à prouver, alors c'est en appel, hein, la procédure sera sans doute longue, mais pour l'instant, en première instance, ils ont réussi à prouver et à convaincre les juges qu'il y avait eu organisation, qu'une banque suisse permettait de réduire sa fiscalité. On vit une époque où rien n'est respecté, même les banques suisses. Alors, ce n'était pas la première fois. 2 ans avant, donc ça c'était cette année, 2 ans avant, en 2017, HSBC, même procédure, même condamnation, sauf que HSBC avait senti le vinaigre, et donc au lieu d'aller jusqu'au tribunal, ils ont négocié avant, et du coup ils s'en sont tirés avec 300 millions d'amende. On va bientôt finir par recouvrir notre déficit si on continue à avoiner les banques. Comme quoi, les idées de certains gilets jaunes, c'est pas si négatif que ça. Alors, pour terminer en beauté, c'est le cas de le dire, hein, vous connaissez la réputation. Non, je ne vais peut-être pas le révéler tout de suite. Si je vous posais une petite question pour boucler, en matière d'honnêteté, en matière de probité, spontanément, quel type de banque originaire de quel pays vous me citeriez? Les plus respectueuses, les moins mafieuses, dirons-nous. Danemark. Islande. Ah oui, Islande, oui. Parlons-en. Danemark, Islande, Suède, enfin bon, toujours les mêmes. Hein. Toujours les mêmes. Alors, cette année, depuis le 4 mars, la Danske Bank, la Nordea, alors la Nordea elle est finlandaise, la Swedbank elle est suédoise, eh bien sont dans le maelstrom d'un énorme scandale de corruption. Les vertueux, les nordiques qui nous donnent des leçons d'honneur, de respectabilité, etc., sont pris dans le scandale lavomatique Troïka. Alors, quel est ce scandale en 2 mots? Eh bien, il remonte à cette expansion de notre chère Union européenne qui a donc absorbé les pays d'Europe de l'Est. Alors, c'était généreux, c'était magnifique, oui, sauf que l'objectif, c'était que leurs réseaux locaux de banques coulent. Ils ne maîtrisaient pas le crédit, ils n'avaient aucune notion de ce que c'était le capitalisme, donc pour qu'on puisse les remplacer. Et donc c'est ce qui s'est passé, et les banques scandinaves se sont emparées des réseaux bancaires des pays baltes. Le gros souci des pays baltes, c'est qu'il y a une très forte communauté russe, avec des liens humains, familiaux, avec des réseaux russes. Et la Russie, c'est le numéro 1 mondial de l'évasion de capitaux. L'économie russe tourne et exporte énormément de matières premières, mais les capitaux ne restent pas là-bas, ils sortent. Et il faut sortir. Et si possible, honnêtement. Donc on a déjà eu le cas de la faillite de Chypre qui était liée à ce type d'opération, et là on a une révélation, ce n'est pas une véritable révélation, mais les réseaux bancaires des banques nordiques dans les pays baltes ont eu l'opportunité d'encaisser des montants considérables d'oligarques russes qui
d'un seul coup se retrouver au sein des filiales de banques scandinaves. Banque scandinave, c'est en accord plus que le bon Dieu, sans aucune confession, c'est un évêque qui voulait. Donc voilà, on avait le top du top. Donc voilà, on n'est qu'au début du scandale, hein, qui commence déjà à faire des dégâts, et en plus dans ces pays où normalement on ne commet pas de faute, hein, on est prédestiné, donc on n'a pas intérêt à avoir une maîtresse si on ne veut pas se retrouver en enfer. Alors, pour conclure, eh bien, je vais organiser une petite quête, vous allez comprendre pourquoi. Parmi les conséquences de ces crises, il y a eu une loi en France qui, depuis 2008, oblige les banques à publier les rémunérations de plus de 500 000 € par an par individu. Hein. Bien. Alors, on a eu donc les chiffres de 2018, donc je vais vous révéler, et après j'organiserai la quête, qu'en 2018, il y avait 181 employés qui ont touché plus de 1 million d'euros. 181 employés de la BNP. La BNP. La BNP. Attendez, j'ai pas tout noté. Hein. C'est la loi, donc on peut les trouver facilement. Hein. Tu peux chercher. Les premiers d'entre eux gagnaient 5 millions. À la Société Générale, ils étaient 63 à gagner plus d'1 million. Chez Natexis, alors Natexis ça dit rien, ça s'appelle Banque Populaire, c'est pour les peuples. Et ils étaient 26 à gagner plus d'1 million d'euros. Au Crédit Agricole, ils étaient 23. Au total, il y avait 293 millionnaires pour les banques françaises. Mais les temps sont durs, ils étaient 355 en 2017. L'année 2018 a été mauvaise, il y a eu un effondrement des cours boursiers. Alors, je vous rassure, si vous pensez que vous allez pouvoir rétablir l'ISF, il n'y en a que 93 qui sont établis en France. Bien entendu, il faut placer les filiales hors de France, des fois que certains finissent par obtenir le rétablissement de l'ISF. Une petite citation de Brecht pour terminer. Alors, c'est un tchèque, hein, c'est ça. Hein. C'est donc compliqué, vous cogiterez un petit peu. Parce que moi, du coup, j'ai rien compris, puis au bout de 10 minutes, j'ai dit « Ah, mais oui, qu'y a-t-il de différent entre une ouverture de banque et un braquage de banque ?» Et un Une Kalachnikov. Voilà. Ouais. Françoise. Parmi, en France, hein, en France, parmi les maîtresses banques, y en a-t-il une qui est moins dégueulasse que ses consoeurs? Alors, si on rentre dans les détails, il y a pas mal de différences. Il y a les banques mutualistes. Les banques mutualistes, entre guillemets, seraient contrôlées par leurs adhérents, leurs membres. La technicité, l'ampleur des marchés, l'ampleur des mouvements, l'ampleur de la mondialisation fait que très très vite, c'est une affaire de techniciens, et que, au bout du compte, les pratiques de certaines vont obliger les autres à suivre. Pour être compétitifs, pour être performants, pour être dans le mouvement, et quand on commence à s'entendre à 2 ou 3 sur le niveau des taux d'intérêt pour mieux les manipuler,
hein, autant être dans le mouvement que d'être en dehors. Donc c'est très très difficile de pouvoir fonctionner avec des règles éthiques absolues. On est vraiment dans le paradoxe. Le principe fondamental du métier, c'est le secret. C'est le secret bancaire, c'est la discrétion. Or, dès qu'on va découvrir quelque chose qui permettrait d'être plus rentable, on peut utiliser ce gros mot de utilité, eh bien, c'est noble la rentabilité, eh bien, on va le mettre en œuvre en évitant de le faire savoir. Donc je dirais que chaque banque en elle-même n'est pas pourvue de mauvaises intentions, mais la logique du système qui dépasse les banques, la logique d'un système où l'argent est roi, à défaut de roi, on a de l'argent maintenant, eh bien, on se trouve dans cette situation où il faut en faire encore plus, il faut trouver des moyens d'aller encore plus loin, et si on n'est pas capable de se constituer un parc immobilier, pourquoi ne pas endetter les clients pour récupérer leurs biens une fois qu'ils auront fait faillite? Avec les 7 péchés capitaux, je vois que des mauvaises intentions, donc je n'ai pas compris. Alors, si on les prend une par une et toutes isolément, elles ont toutes un côté très vertueux. C'est le rêve. Je veux être propriétaire. Je tiens absolument à être propriétaire. Je peux épargner 40 ans et je serai propriétaire dans 40 ans, sauf que pendant 40 ans, j'aurai remboursé des tonnes de loyers. Et là, comme disait le Crédit Agricole, le pouvoir de dire oui. Le pouvoir de dire oui. Oui, je te crédite. Oui, tu es propriétaire. Oui, tu es chez toi. Jusqu'à ce que je t'expulse pour pouvoir vendre ton bien. Et je ne mets pas à la nature. La fin de la phrase est de ne mettre pas dans la nature. Il faut couper, c'est ça? Ouais, Juste une question, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas donner un blanc-seing à des banquiers. Mais que font nos politiques? C'est quand même eux qui font les lois. C'est quand vous créez une loi et un ratio coût, les banques elles sont obligées de respecter. Après, c'est simple, on fait une loi et après il y a 1 millier ou 1 million d'amendements pour l'appliquer. Alors, il faut l'expliquer. Hein. Je serais tenté de renverser les questions. Vous avez demandé, mais que font nos politiques? Ben, moi, je veux dire, que font nos banquiers? Mais eux, ils veulent gagner de l'argent. Donc, nos banquiers, que font-ils? Ils s'organisent pour être présents dans ces circuits de décision. Je ne vous poserai pas la colle de ce soir. Il faisait quoi avant d'être président? Et maintenant, on va se mettre à la place de la masse des politiques. Masse des politiques. Si on parle, je ne sais pas moi, d'organiser quel revêtement il faut mettre sur les rues de Grenoble, il faut mettre du pavé, du ciment ou du gazon. Bien. Bon, tout le monde a un petit peu son idée. Voilà. Si on rentre dans des techniques bancaires, très très vite, la terminologie, la sophistication, la complexité, l'extrême complexité, et j'ai fait que de la vulgarisation de vulgarisation. Très vite on dit, il faut un spécialiste, il faut quelqu'un qui maîtrise, il faut quelqu'un qui assure. Attention, c'est sacré, c'est de ça dont on parle. Donc automatiquement et très très rapidement, on a affaire, entre guillemets, à des spécialistes, à des experts, qui, pour la plupart d'entre eux, peuvent aussi s'appuyer sur un deuxième principe, qui est de dire, si je réussis financièrement, c'est la preuve que je suis un bon. Donc, penser un soi réussir et gérer les fonds peuvent aller de pair. Donc, oui, il y a une logique
ce domaine est sacré, ce domaine est exceptionnel, ce domaine est particulier. À chaque fois qu'il y a eu des tentatives de passer dessus, vous vous souvenez des déclarations d'Édith Cresson sur la bourse, je m'en tape, quelque chose de ce style, et ainsi de suite. À chaque fois, ça s'est retourné parce que, eh bien, oui, il faut un savoir-faire, il faut un grand œuvre, il faut une sacrée maîtrise pour contrôler tout cela. Et donc, oui, il y a un dessaisissement. Alors après, on met des règles prudentielles. Oui, on met des règles prudentielles. Oui, elles doivent être respectées. Et puis, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des cas. Puis l'exception devient la règle. Puis on tolère. C'est ce qui arrivait à ce pauvre Kerviel. Il a sans doute eu une tolérance. Mais à lui tout seul, il a manipulé 50 fois le capital de la Générale. Vous pensez qu'à lui tout seul, il peut faire ça? Voilà, donc on a toléré, on a autorisé, on a couvert, et puis voilà. Et après, la Générale, elle s'est redressée parce que bon, elle a gagné des avoirs fiscaux que l'État fait gagner. Il a fallu qu'elle repaye parce qu'elle a profité. Donc, on est dans ces situations où ça dérive forcément. Excusez-moi. Oui. Alors, vous aviez dit précédemment que les spécialistes n'ont pas vu venir les crises précédentes. Alors la question c'est, il y a plusieurs, est-ce qu'il y a des signes d'une crise actuelle vu ce que vous dites, premièrement, et deuxièmement, certains journaux dans des entrefilets parlent de 2020. Oui, voilà, c'est vrai. C'est vrai, oui. Voilà, alors, parlons que des signes. Est-ce qu'il y a des signes? Alors, les signes, il y a cette énigme de l'inflation, puisque, à la limite, c'est mathématique. Il y a eu une injection énorme de capitaux dans tous les circuits économiques. Ceci doit ressortir quelque part. Et donc, en principe, en partie par une hausse des prix. Or, ça ne ressort pas. Donc, où est-ce que cela va-t-il ressortir? Donc, dans une bulle. Apparemment, elle serait boursière. Pour l'instant, les cours de bourse montent et montent au-delà de ce que la réalité peut. Cette bulle va éclater. Bon. Alors, pourquoi 2020? Pourquoi 2020? Eh bien, on est en train de devenir peut-être pire que des adeptes du seul veau d'or financier, des adeptes des algorithmes. Tout est en train de passer sous algorithme. Tous les votes électoraux, les placements financiers, les probabilités d'arrêter un tel ou un tel, tout est en train d'être soumis à un système d'algorithmes. Et donc, dans les probabilités qui sont issues des modèles à partir de tout ce qui s'est passé auparavant, eh bien, mathématiquement, oui, logiquement, en 2020, les courbes vont se croiser et voilà pourquoi on nous parle de 2020. C'est une autre, si vous me permettez, c'est que on va vers la suppression, on parle de la suppression des liquidités. Bon, alors là, il y a une grosse catastrophe qui part pour nous. Si vous pouvez nous dire deux mots. Alors, on aura, c'est dans la logique, je dirais, technique, un basculement vers ces fameuses monnaies informatiques, électroniques, virtuelles. On a des fermes qui fabriquent du bitcoin aujourd'hui. C'est en train de devenir un nouvel outil monétaire qui va devenir doublement incontrôlable. Il aura le côté incontrôlable qu'a toujours eu une monnaie, puisque ceux qui la gèrent peuvent échapper à tout contrôle extérieur, et c'est souvent le cas. Hein, et qui contrôle aujourd'hui la Banque Centrale Européenne? Elle s'autocontrôle. Elle n'a pas de contrôleur au-dessus, elle n'a pas de police. Il y a une police des polices quand il y a une, je sais pas moi, une main arrachée ou un œil poché. Il y a une police des polices qui officiellement fait une enquête. Mais au niveau des banques centrales, il y a personne. Et là, on va rajouter un deuxième cran, le contrôle informatique. Et le contrôle informatique, vous entendez la polémique sur Huawei et sa fenêtre qu'il aurait dans ses réseaux. Bon,
est-ce que techniquement, ça n'est pas démontrable? Ça a l'air tellement complexe qu'on ne peut même pas vraiment le démontrer ni dans un sens ni dans un autre. Et donc, on s'expose à cette situation d'une maîtrise complète de la monnaie par des outils informatiques. Donc, à la limite, ce sera peut-être maîtrisé par des informaticiens, mais on se retrouvera à poil. Au moindre problème. À poil. alors, il y aura des effets positifs, comme toujours. Il y aura des effets négatifs. Ceux qui seront derrière un système, ils n'auront pas un intérêt forcément à ce qu'on soit à poil. Ils auront surtout intérêt à ce qu'eux puissent en profiter plus que d'autres. Voilà. Hein, mais pas forcément, restons optimistes, pas forcément au détriment de tous. Mais ce sera encore moins maîtrisable qu'aujourd'hui. J'ai peut-être une vision naïve de la dette, mais si j'ai bien compris, en fait, un État, avant, quand il voulait se financer, il faisait marcher la planche à billets, et puis après, il a dû emprunter aux banques. Voilà. Ce qui me dérange, c'est que... la planche à billets. Pardon ? Ils font fonctionner la planche à billets, mais à titre privé. Donc ce que je voulais dire, c'est que le problème, tous les systèmes de fonctionnement de société, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Oui. La démocratie, le problème, c'est que c'est du court terme. Oui. Et pour en venir à ça, c'est que quelqu'un qui est au pouvoir, s'il fait marcher la planche à billets, l'inflation, ça lui tombe tout de suite sur le nez. Oui, oui. Alors que s'il fait de la dette, il refile ça petit copain. Exactement. Et donc ça me pose un vrai problème. Donc est-ce que j'ai raison de penser comme ça? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Et si on peut revenir en arrière, c'est-à-dire de ce système de refaire marcher la planche à billets, si on peut revenir en arrière, comment le faire? Ça serait quoi la mécanique? Qu'est-ce que ce serait la mécanique? Alors, globalement, c'est un peu la grande question, parce que il faudra bien trouver un moyen d'arriver à sortir de cette logique du surendettement. Et on avait les moyens. On les avait. On avait notamment la planche à billets. Donc l'État se surendettait, mais la dette était absorbée par l'inflation, et donc elle ne dérivait pas en proportion de la production réelle. Bien. Ceci aujourd'hui n'est quasiment plus possible, donc du coup c'est une dette qui s'empile et qui va peser sur les générations futures, parce que tôt ou tard il faudra rembourser. Alors, est-ce qu'il va y avoir un seuil? Il y a toujours une goutte d'eau qui fait qu'un vase déborde. Donc, on y aura droit. C'est un peu comme ce qui s'est passé en Grèce et dans les autres pays que j'ai cités. Pour l'instant, la France a échappé, on est un des rares à vraiment avoir échappé à ce type de situation. Alors, comment est-ce qu'on en sortira? Est-ce qu'on en sortira en se trouvant dans cette situation d'être complètement sous tutelle bancaire, ou est-ce qu'il y aura une volonté de rupture avec la logique actuelle, et donc, entre guillemets, de reprise de l'inflation, par exemple? Ça peut se faire facilement, techniquement, ça peut se faire. Oui, alors, facilement, non, ce sera douloureux, mais on a un précédent, un énorme précédent, quelque chose qui devrait nous servir d'école. C'est la Révolution française. La Révolution française, c'est un peu l'équivalent de Weimar, la République de Weimar. C'est un système de surendettement phénoménal. Garantie sur les biens nationaux, quand même. Il y avait une meilleure garantie. Hein, oui, il y avait une meilleure garantie. Garantie par les biens nationaux. Alors, les biens de l'Église plus les biens des immigrés. Des immigrés. Voilà. Donc il y avait vraiment de la solvabilité derrière. Voilà. Oui, Eh bien, et en espèces sonnantes et trébuchantes. en quelques mois, la création de la Banque de France a permis de sortir de cette situation. Oui, parce Alors, qu'il y avait un patrimoine immense. Il y avait ce patrimoine immense. En contrepartie. Alors, si on creuse bien, il y a aussi un patrimoine important. Hein. On parle des aéroports de Paris, il y a un patrimoine important. Mais, Jean-Christophe, il y a quand même des pays comme l'Argentine qui ont renégocié leurs dettes et qui ont créé pendant une période intermédiaire leur propre monnaie en interne et se sont servis du dollar que pour les échanges externes. Rien n'empêcherait la France, si elle recouvrait sa souveraineté, de dire nos dettes, on considère qu'on n'en remboursera que la moitié, et l'autre moitié, on ne la remboursera jamais. Et ça, dans l'histoire, les créanciers seraient tout contents d'en avoir moins la moitié.
d'en avoir au moins la moitié. Et donc on obtiendrait de nos créanciers la remise de la moitié de nos dettes. Alors, il y a... Mais la France l'a fait, et la monarchie l'a fait. Il y a un risque, et il faut faire attention. On a parlé de l'importance des banques et du problème que posent pour la souveraineté les banques, mais il y a peut-être beaucoup plus grave, c'est la souveraineté énergétique. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation qui est en on a 3 jours d'autonomie énergétique. 3 jours d'autonomie énergétique. Sur un an. Sur un an. 3 jours où on produit notre propre énergie. Alors, je ne parle pas de l'électricité, mais attention... En stock, on a 3 mois. Oui, en stock. Je parle en production. Je parle en production. Et l'uranium, on n'a plus de mine en France, d'uranium. On a le thorium, qu'on n'a pas exploité, la filière thorium, qui est équivalente à celle de l'uranium. La clé, elle est là. Parce que si on est si dépendant des banques, c'est parce qu'il faut qu'on paye tout ça. Et il faut qu'on soit dans les circuits internationaux. Il faut qu'on continue à jouer. On est comme le joueur de poker qui est en dessous, mais qui ne peut pas se retirer de la table parce qu'il va tout perdre. Si on veut continuer à boire du pétrole, à fumer du gaz et de l'uranium, il faut qu'on soit encore sur la table. Voilà le vrai problème. Au niveau bancaire, on pourrait, comme tu le dis très bien, on pourrait, comme les Argentins et comme beaucoup qui sont sortis en mettant fin à cette logique d'endettement, mais on n'aurait plus de crédit nulle part, on serait comme la Corée du Nord, pareil. On serait dans la situation nord-coréenne. Et cette situation nord-coréenne, eux, ils ont l'habitude, ils marchent à pied, etc. Nous, on vit trop de cette dépendance énergétique. Il faut d'abord qu'on sorte de cette dépendance énergétique. La vraie souveraineté, elle passera par là. Une souveraineté énergétique. Après, au niveau alimentaire, on est tranquille. Donc, si on a la souveraineté énergétique, on a la souveraineté dans le pinard et on restera. Et le pinard est à côté, c'est ça? C'est ce que tu fais. Une question. Pourquoi Air France achète des Airbus et il les paye en dollars? Ça, c'est quand même... Ils achètent des Airbus. Déjà, ils ont beaucoup de Boeing. Hein. Oui, mais ils ont beaucoup de Boeing. Peuvent acheter des Airbus et ils les payent en dollars. Alors, la plupart des marchés sont en dollars. Pourquoi Alors... Comment se fait-il que, je rebondis si vous me permettez sur la question, comment se fait-il que l'euro ne prenne pas aussi pas et le même poids au niveau des échanges? Parce que vous avez vendu l'euro, j'allais remplacer le dollar. Voilà. Alors, il a pris quelques petites marges. Oui, voilà, c'est presque dérisoire. Mais il y a des marchés qui historiquement, parce que je ne vois pas bien d'autres explications, qui ont pris l'habitude d'être dans ce type de monnaie. Toute la comptabilité qui va derrière est calculée là-dessus. La vente hors d'Europe est plus importante qu'à l'intérieur de l'Europe pour Airbus. Donc il faut que leur coût de revient, leur coût fixe, leurs coûts marginaux soient calculés dans cette monnaie. Air France, je ne connais pas sa comptabilité, mais j'imagine que la majorité du chiffre d'affaires est aussi en dollars. Donc, conséquence, s'ils encaissent en dollars, qu'ils font changer en euros, ils vont perdre. S'il faut rechanger encore en dollars, donc autant que cette trésorerie qu'ils ont gagnée en dollars, hop, ils l'utilisent directement pour payer sans frais bancaires entre. Donc, voilà, mais j'avoue que je n'ai pas l'explication. Hein. Je donnerai cette explication-là comme logique qui n'est pas que chez Air France. Non, je me suis probablement mal exprimé. Ma question ne portait pas uniquement sur la technique, sur une compagnie. Non, je veux dire, au niveau des échanges mondiaux, pourquoi ne pourrait-on pas envisager que l'euro ait autant, je dis pas plus, mais autant de poids? Parce que les Américains ne veulent pas. Non, mais alors, justement, moi je pose la question à un spécialiste. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse avoir le même poids? Alors, il y a un gros handicap au niveau de l'Union européenne. Il n'y a pas
de volonté politique, parce que c'est pas un État, c'est pas une nation. Donc là, c'est la première explication. Donc 28 pays, 19 membres de la zone euro, c'est 19 avis et il y a un syndrome dollar. Si on prend que ce soit l'ex-Yougoslavie ou l'ex-URSS, la passion qu'ils avaient pour le Deutschmark et le dollar n'a toujours pas changé. C'est toujours la référence et ils vont pas en changer demain. Il n'y a pas d'amoureux de l'euro. C'est un mariage de raison. C'est pas un mariage de passion. Les plus passionnés, c'est les Iraniens. Les seuls à réclamer des paiements en euros, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Oui, Jean-Marie. Oui, donc merci pour cet exposé qui nous a permis de voir que les banques ont mis en esclavage les États. La question que je voudrais poser, c'est de savoir comment nous allons pouvoir nous affranchir des banques. Parce qu'on comprendra bien que ce n'est pas l'État qui va nous permettre de nous affranchir. Car nous avons besoin d'outils bancaires. Au début du XXe siècle, par exemple, toute l'industrie grenobloise et du Dauphiné d'une façon générale, les papeteries, la métallurgie, avait suscité la création d'établissements bancaires, la banque de l'Isère, la banque Nicolas Lafinchère, pour ceux qui connaissent. Le monde agricole, dans les années 30, a créé ces outils bancaires, le crédit agricole. Alors, la question que je veux poser, c'est comment est-ce que nous pouvons laisser ces gens-là jouer dans leur cours, hein, bon, voilà. Et puis, comment est-ce que nous pouvons faire notre vie à côté? Comment est-ce que nous pouvons solvabiliser les opérations que nous devons conduire? Comment est-ce que nous pouvons créer donner du crédit aux jeunes entrepreneurs qui s'installent sans avoir à supporter les conséquences d'un système bancaire qui a perdu son métier de banquier pour être simplement un acteur de l'économie financière mondialisée qui ne sert à rien car elle ne produit rien et elle ne s'accroche à aucune valeur, à aucune création de valeur. Tout à l'heure, bah si, il n'y a aucune création de valeur. Je disais tout à l'heure que l'assignat a été créé sur le dos des biens nationaux, et en particulier des biens de l'Église, car il y avait en effet des bâtiments à vendre, il y avait en effet des entreprises d'églises qui étaient à vendre, des hôpitaux, des écoles, hein, et donc tout ça est en effet tout à fait concret. Et donc on pouvait y mettre des assignats. Pour les assignats d'aujourd'hui, sur quoi allons-nous les asseoir? Les hôpitaux, ça vous paye. Alors, c'est complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Je pensais en écoutant Jean-Marie aux monnaies locales comme le VIR en Suisse et puis d'autres en France. Il y a des endroits où on fait le sel. Oui, le sel. Voilà. Donc, est-ce que ce ne serait pas la solution? Service d'échange local. On a essayé en Angleterre. Oui. Et aussi, système d'échange local. Hitler a quand même sorti l'Allemagne de la crise en pratiquant un franc, voilà, et une économie qui n'était pas payée en marques parce que il fallait 1 milliard de marques pour payer un œuf. Et donc il a fait un système de troc. Alors, les alternatives, je serais tenté de faire deux réponses. Une positive, c'est-à-dire qu'effectivement, le localisme et les circuits courts, les circuits directs, sont sans doute la véritable piste pour pouvoir échapper à ce mécanisme. Alors, le troc a un gros inconvénient. C'est pour ça que les outils comme le sel... Ils échappent au fisc. Ils échappent au fisc, mais le fisc peut le rattraper. Mais par principe, le troc est limité. Donc, la notion de monnaie
La monnaie en soi n'est pas problématique, c'est l'usage qui en effet qui peut être problématique. La monnaie est fondamentale pour un certain dynamisme des échanges, quand les échanges ne deviennent pas que des échanges monétaires. Donc il faut cet outil, et effectivement les monnaies à vocation locale peuvent répondre en grande partie à cette problématique. La réponse très pessimiste. Les échelles de flux que nous avons à utiliser, à gérer, je parlais il y a quelques minutes de notre dépendance énergétique, mais on pourrait la développer dans des tas d'autres domaines, fait qu'il est quasi impératif d'avoir une monnaie et un système à une échelle XXL. Avant mes ennuis cardiaques, mais je n'ai pas changé sur ce point-là, je faisais souvent mes cours en faisant une métaphore sur le circuit sanguin et le circuit monétaire. Le cœur, c'est la banque centrale. C'est la banque centrale. Et il faut un système de banque centrale, il faut qu'il y ait de la fluidité, il faut qu'il y ait de la circulation maximale. Donc, tant qu'on est dans cette logique de dépendance et de surdépendance, qui parfois est purement psychique sur certains produits, eh bien, on est obligé d'avoir cette double dépendance au circuit financier. Donc, peut-être que le problème n'est pas au niveau des finances, il est dans notre surdépendance à toute une série de produits, de biens, de matières matérialo-matérielles qui font que, il faut qu'on ait notre dépendance avec, c'est-à-dire la dépendance financière. Si on sort de ces logiques-là, on peut faire du localisme, on peut retrouver... Donc tu prêches pour la sobriété. Oui, c'est ça, je prêche pour la sobriété. Ah non. Une dernière question et puis on va aller... Nathan, avant toi, ça fait longtemps que Georges lève la main. Oui, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la problématique des soldes des comptes target entre les différentes banques d'État européennes et la Banque centrale européenne, puisque bon, c'est un problème qui risque de nous tomber qui risque d'exploser plus tard. Car on n'en sait rien, hein, au travers de l'utilisation illégale et excessive des soldes des comptes target. Voilà, alors donc les banques se prêtent entre elles, s'échangent entre elles. Donc comme l'art du secret est absolu à ce niveau-là, pour ne pas créer de panique ou d'inquiétude, ceci voilà, arrange entre guillemets tout le monde et explique en grande partie le surpoids de la Banque centrale allemande, la réserve, la Bundesbank, pardon, qui apparemment aurait pas mal de créances sur les autres acteurs, et donc entre guillemets, ont le droit de dire, vous avez intérêt à être un peu plus serviable et autres. Donc oui, c'est une bombe à retardement à deux titres. Un, on n'a pas effectivement du tout de connaissance de ces mouvements, et on n'en aura de connaissance que s'il y a un scandale, incident ou un lanceur d'alerte derrière. Je reviens sur ma métaphore des bouteilles de perfusion qui se branchent les unes sur les autres. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'une des banques centrales est en difficulté, elle se met sous perfusion de l'autre, mais l'autre lui dit, oui, tu rembourseras et tu rembourseras avec intérêt. Elle va en faire appel à une troisième pour rembourser la deuxième, et on fait de la cavalerie, et on a un des risques qu'on évoquait tout à l'heure, de déclenchement
d'un crack. Entre guillemets, les Anglais quittent le navire, ou devraient quitter le navire, heureusement, entre guillemets, qu'ils ne sont pas dans l'euro, parce qu'un des membres qui serait à l'intérieur, c'est toute une série de créances que les autres banques ne recouvreraient pas. Et certaines ne pourraient pas, faute d'être remboursées de la première qui quitterait, rembourser une deuxième, et on aurait un domino qui en ferait tomber un autre, et ainsi de suite. Mais quand même, la question que vous posiez, monsieur, qui est la question politique, comment se fait-il que la politique, que les politiques ne puissent pas faire appliquer les règles prudentielles, imposer aux banques de dépôt et aux banques d'affaires d'avoir des capitaux propres à hauteur de 30%, puisque c'était ce qui était prévu. Donc il y a bien quand même un défaut des politiques qui ne sont même pas capables de faire appliquer les lois qui ont été votées, mais qui ne sont pas respectées. Donc voilà, ça veut dire... Est-ce que c'est pas une question de morale? Oui, et bien là, par exemple, titrer des crédits. Il y avait des règles prudentielles qui existaient. Elles n'ont pas été respectées. Les États n'ont pas été capables de les faire respecter. La vente à terme, il y a normalement des règles qui régissent les ventes à terme. Vous ne pouvez pas faire des ventes à terme n'importe comment. Mais si l'État n'est pas capable de faire respecter les règles qu'il a lui-même édictées, on voit bien qu'il y a une carence complète de l'État. Et voilà, Tous les petits éléments se coagulent, c'est-à-dire que si l'État était irréprochable, il aurait plus de facilité à s'imposer. Or, il est souvent le premier à demander une exception, une tolérance, etc. On a une partie de la dette de l'État qui n'apparaît pas dans les comptes parce qu'une agence que l'on a et qui a été financée par un système participatif extérieur, etc. Donc voilà. Donc il y a déjà ce problème. Le deuxième souci par rapport à ces règles, c'est que le banquier, les banquiers, s'ils ont réussi une opération hors des marges qui s'est révélée plus ou moins positive, ils sont tentés de dire, regardez, ça n'a pas eu beaucoup de conséquences, on peut un peu continuer. Bon, je rappelle le scénario grec qui est quand même très très intéressant. Donc quand ils ont été rejetés pour non-respect des règles conditionnelles à l'adhésion à l'euro, ils ont donc contacté la banque américaine Goldman Sachs pour les conseiller pour pouvoir intégrer l'euro. Goldman Sachs a fait un excellent travail. Ils ont intégré l'euro. Quel a été l'excellent travail? C'est qu'elle leur a dit, bon, bah, écoutez, les chiffres sont là, les chiffres des ratios en question ne seront pas possibles d'être suffisamment bons pour être sélectionnés. Donc il n'y a qu'à transformer les chiffres. Et ils ont transformé les chiffres. Ils ont été sélectionnés. Jean-Marie, tu... Oui, moi je veux rebondir sur mon affaire de localisme, puisqu'on a bien compris le fonctionnement du théâtre d'ombre mondial là, qui nous environne, et entre nous qui n'est pas vraiment du niveau de notre assemblée, hein, puisqu'on a bien compris que même à Paris, que même à Francfort, il y a des gens qui ne maîtrisent pas la situation, d'accord? Et que je pense que Madame Lagarde, si elle était parmi nous, elle dirait, vous savez, c'est très compliqué, il faut laisser faire les gens qui savent faire. Donc ne nous occupons surtout pas de ça. Alors moi, j'aurais plutôt envie de dire, de quoi devrions-nous nous occuper, nous? Car nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, quand ils créaient la banque Ferradou, quand ils créaient la banque Nicolas Fencher, quand nos grands-pères créaient le Crédit Agricole du Dauphiné, ils ne faisaient pas des discours, et ils ne s'inquiétaient pas de la fin du franc or, ils ne s'occupaient pas des emprunts russes qui ne seraient pas remboursés parce que Lénine avait décidé de ne pas reconnaître les dettes du tsar, mais il a quand même vendu, et il a quand même acheté des armes aux Américains pour l'armée de Trotsky avec l'or du tsar. Ça ne le gênait pas. Hein, les fameuses républiques baltes, c'était le comptoir d'or du monde, en l'espèce surtout des États-Unis, car c'est eux qui fournissaient les armes qui tuaient les soldats anticommunistes.
allez comprendre comment les choses se passent. Business is business. Et quant à Hitler, il faut savoir quand même qu'il a été financé par la banque Goldman Sachs jusqu'en 1943. Hein, car l'État américain, l'État nazi, a reçu des prêts bancaires de Goldman Sachs jusqu'en 1943. Ça, c'est l'historienne qui aurait pu le développer. Je reviens donc à notre histoire locale. Que pouvons-nous faire? Est-ce qu'il y a ici, parmi nous, des gens qui ont ouvert un compte bancaire au Crédit Mutuel et qui peuvent aller aux assemblées générales du Crédit Mutuel pour faire valoir leurs droits de mutualistes? Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui sont au Crédit Agricole et qui, de la même façon, puisque c'est une banque mutuelle, peuvent exercer leurs droits de mutualistes? Car enfin, au bout du compte, et je vais en finir par là, et je vais vous dire, je vais en finir par là pour vous faire part de mon expérience professionnelle. Car il ne suffit pas de faire du localisme une affaire anecdotique. À dire, ben voilà, on va échanger des services, alors on a une amie qui est prof de français, elle va venir donner des cours gratuitement aux enfants, en contrepartie on va lui donner une botte de carottes. C'est très sympathique et il faut le faire. Ça va faire beaucoup de bien à notre groupe et ça va sûrement encourager le développement de belles amitiés. Mais il faut aller beaucoup plus loin, car dès à présent, sans attendre la révolution bancaire mondiale, il y a quand même quelques outils qui existent. Par exemple, la création de fonds d'investissement territoriaux. Les banques ont la possibilité, et pourquoi pas le devoir, de créer des fonds d'investissement territoriaux qui sont destinés à collecter l'épargne locale pour réaliser des investissements dans l'économie locale. C'est le principe de l'économie circulaire, et normalement l'argent de la montagne de l'Isère, par exemple, devrait retourner aux investissements de la montagne de l'Isère. C'est pas en dehors de cette assemblée. Pourquoi pas le village? Pardon? Pourquoi pas le village? Pourquoi pas le village? Pourquoi ne pas limiter le rayon d'action au village? Ah, mais vous avez raison, monsieur. On peut très bien, par exemple, on parlait de